Merci de ne pas être resté sur les fauteuils à faire votre petite sieste après le très bon déjeuner. Donc merci vraiment d'être là. Je suis Emmanuelle Caillé, je représente la Mutualité française Pays de la Loire et j'ai la grande joie d'animer cette petite séquence autour de l'aller vers. Aller vers les gens, c'est un peu flippant. Alors je démarre parce qu'il faut se mettre un petit peu en dynamique. L'aller vers, c'est flippant pour vous? Vous en pensez quoi? Est-ce que voilà, je vais vous demander de vous lever pour répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes déjà allé vers les autres, allé vers les gens? Ceux qui sont déjà allés vers les autres, levez-vous. Ouais, professionnellement, personnellement, ce matin depuis que vous êtes arrivé. Voilà, bon, merci, vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, j'ai une deuxième question, parce que voilà, préparez-vous, il va y en avoir à peu près 3/4 d'heure de lever debout. J'ai une deuxième question. L'aller vers, pour vous, est-ce que c'était difficile? Est-ce que parfois c'est difficile d'aller vers les autres? Ouais. Ah, ok, il y a les mêmes. Donc vous allez vers, mais des fois c'est un peu difficile. Et est-ce qu'il y en a vraiment qui ont très peur d'aller vers les autres? C'est pas grave, moi je reste debout parce que depuis ce matin je suis un petit peu... voilà. Merci. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va clapper pour ceux qui étaient debout là, qui ont un petit peu peur, pour encourager aussi nos amis qui nous font la joie. On clappe, allez. Ouais. Super. Merci. Et donc spécial big up à Pascal qui va ouvrir le débat. Donc Pascal Bisman qui nous vient de Belgique. Donc un petit applaudissement aussi pour nos amis belges. Ouais. Qui ont fait 750 km hier pour venir nous rejoindre. Donc on est ravis de les accueillir. Alors Pascal, vous êtes travailleur social, en tout cas vous l'avez été pendant 17 ans. Et puis vous avez à un moment, parce que voilà, la vie est faite de nouvelles histoires, décidé de créer une unité mobile que je vous invite à visiter qui s'appelle Rolling Douche, comme vous pouvez le voir sur le t-shirt. Voilà. Et donc ma première question pour ouvrir cette réflexion autour de ce qui fait peur dans l'aller vers et puis peut-être surtout ce qu'on met en place pour être plus à l'aise dans cette démarche et pour être vraiment pertinent dans l'accompagnement des personnes. C'est voilà, Pascal, peut-être une petite idée de ce qui vous a poussé à travailler dans l'aller vers et puis les difficultés ou les freins ou les obstacles que vous avez pu rencontrer dans votre histoire. Donc c'est vraiment un retour d'expérience. Oui, donc il y a du son, je suis rassuré déjà. Voilà. Donc je m'appelle Pascal, comme a dit Emmanuel, je suis un vieil éducateur, je travaille depuis 41 ans pas dans le secteur, mais dans le travail social. Donc j'ai fait différentes choses, j'ai travaillé dans l'aide à la jeunesse, en début de carrière, donc des enfants placés par le juge, des adolescents placés par le juge aussi. Je suis belge, donc je vais essayer de parler français, mais vous allez voir que c'est presque la même chose que vous, donc il ne faut pas avoir peur. Si vous ne comprenez pas, vous levez la main, je vous explique. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans l'aide à la jeunesse. Après l'aide à la jeunesse, j'ai travaillé dans le sans-abrisme. Donc, j'ai travaillé dans un restaurant social et centre d'animation qui proposait aux gens qui étaient mal logés ou qui étaient sans-abri, qui vivaient dehors, de pouvoir venir se réchauffer dans un restaurant social, manger, discuter avec les gens. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontrer ce que c'était l'aller vers. Alors en Belgique, on ne dit pas l'aller vers. On parle plutôt de création de liens, mais en substance, c'est la même chose, je pense. Et je vais m'engager à parler de l'aller vers à partir de maintenant. Donc, dans ce restaurant social, il y avait des gens qui étaient sans abri, des gens qui étaient mal logés, des gens qui s'ennuyaient chez eux et qui nous disaient toujours « chez vous, au moins, on s'amuse, c'est plus chouette que la TV ». Donc, ils avaient quand même la TV. Et donc, on a fait de l'animation, différentes choses. J'ai travaillé 17 ans dans ce boulot-là, qui était assez sympa, parfois plein de violence aussi, parce qu'on devait pouvoir dire non aux gens. Mais ça, je pense que si vous êtes travailleurs sociaux, vous savez ce que c'est de dire non aux gens, parce qu'on est obligé de mettre des limites et qu'on est constamment quand même... obligé d'accepter des choses et puis de dire stop à un moment donné. Voilà.
J'ai travaillé 17 ans dans ce restaurant social et puis je me suis fait foutre dehors parce que j'ai une grande gueule et que peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà. Donc j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'ai été mis dehors, mais c'est pas grave. J'avais 55 ans à l'époque, donc c'était il y a 8 ans. Et eh bien, j'ai cherché du travail, mais il faut savoir qu'à 55 ans, on n'est plus engagé comme éducateur parce qu'on coûte trop cher. Donc c'était une vraie réalité, c'est une réalité à Bruxelles, en tout cas c'est comme ça. Si vous êtes jeune, essayez de trouver un boulot où vous pourrez être engagé, travailler longtemps et ne partez surtout pas à 55 ans parce que vous n'aurez plus jamais de travail social à faire. Alors, puisque personne ne voulait de moi, puisque je coûtais trop cher, eh bien, je me suis dit, je vais créer ma propre association. Alors, en Belgique, vous entendrez parler d'ASBL, ASBL, Association sans but lucratif. C'est l'équivalent de votre loi de 1901. 1900, j'allais dire 21, mais c'est 1. Voilà. OK, donc c'est la même chose. En substance, c'est la même chose. Voilà. Alors, je me suis inspiré de quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Donc, je regardais sur Internet, je ne cherchais pas spécialement du travail, je ne sais même plus ce que je cherchais à ce moment-là sur Internet. Et j'ai été très interpellé par Mobile Douche. Mobile Douche, c'est une structure qui existait à Paris, qui existe toujours. Je pense qu'ils ne sont pas là, mais ça existe toujours. Donc, c'était construit, inventé par Ranzika, qui était quelqu'un qui travaillait au ministère des Finances et du Travail, je pense. Hein, c'est ça, hein? Oui, probablement, oui, voilà. Et donc, j'étais très intéressé par ce qu'elle faisait. Donc, c'était un camion douche qui proposait des douches aux sans-abri. Donc, ça m'a vraiment très intéressé. Je lui ai téléphoné. J'ai eu la chance, elle venait en Belgique, à Bruxelles, pour présenter son projet. Donc, j'ai été là à écouter son projet, mais j'étais déjà très intéressé par ça. Puis après ça, je suis allé à Paris avec 2 copains qui étaient éducateurs tous les 2. Et on est allé faire une maraude sur place. Et puis, puisque j'avais l'air tellement excité par ce projet qu'elle m'a dit, tu peux aussi conduire. Donc j'ai conduit dans Paris que je ne connais pas. Et nous avons été nous avons fait de l'aller vers vis-à-vis des sans-abri parisiens. Donc c'était vraiment très intéressant. Quand je suis rentré à la maison, j'étais encore plus excité et je me suis dit, si ça existe à Paris, ça doit fonctionner à Bruxelles. Et donc je me suis lancé avec une bande de copains qui sont maintenant membres de mon conseil d'administration. On a voulu construire aussi un véhicule que vous appelez camping-car et que nous on appelle motorhome, mais c'est aussi la même chose. Donc vous voyez que le belge, c'est à peu près la même chose que le français. Hein. Il y a quelques petites exceptions, mais voilà. Donc je n'ai pas besoin de mon papier. Alors, Pascal, je me permets de l'interrompre parce qu'il m'a dit surtout faut m'arrêter. Voilà. Parce qu'autrement, dans 3/4 d'heure, on est encore avec Pascal. Donc vous aurez l'occasion d'aller le voir sur son camion si vous avez des questions complémentaires. Et du coup, sur cette question de l'obstacle à l'aller vers, parce que oui, je sais. Pour toi, c'est facile. Il y a les freins. Il faut que je vous parle des freins. Voilà, un petit peu. Un petit peu. Hein. Donc, bien sûr que quand on lance un projet, on est excité. Les autres, si on arrive à convaincre quelques personnes, on est déjà plusieurs. Il y a plus d'idées dans la tête de 10 personnes que d'une personne. Et puis, on s'est lancé. Donc, on est parti, on a acheté un véhicule, on l'a modifié. Voilà, on a trouvé une équipe pour aller dans Bruxelles, circuler, etc., etc. À l'époque, j'étais bénévole puisque j'avais encore un salaire, puisque j'étais en préavis. Donc ça, c'est très chouette. Quand on est en préavis, c'est très chouette parce qu'on a un salaire et on ne fout plus rien. Donc j'en ai profité pour travailler sur le projet et on a appelé ça Rolling Douche, qui était un peu plus international que français ou belge. Voilà. Donc on a cherché et on a trouvé ce nom-là. Alors on a commencé à travailler dans un premier temps avec des bénévoles. Alors le problème des bénévoles, c'est très chouette, mais ça a ses limites. Parce que les jeunes bénévoles, j'avais trouvé des tas d'éducateurs, d'assistants sociaux qui n'avaient pas de travail. Donc c'était très intéressant, sauf que le jour où ils ont trouvé du boulot, ils se sont cassés et je me suis retrouvé tout seul. Ça, c'est un frein. Donc les bénévoles, c'est un frein. On avait des bénévoles qui étaient des pensionnés, qui ont à peu près l'âge que j'ai maintenant. Et ça aussi,
c'est un frein parce que tôt ou tard, ils sont fatigués, ils en ont marre, il fait mauvais. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, il fait aussi dégueulasse qu'en Bretagne. Donc voilà. Désolé, hein, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est aussi un frein. On est dehors avec les gens, donc on se prend la météo qu'on a. Quand il neige, il neige. Quand il pleut. Quand il y a du soleil, il y a du soleil. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un public très, très défavorisé, mais c'est aussi un frein. Parce que ce public-là, il va venir 10 fois prendre sa douche chez nous, et puis on ne le verra plus pendant des années. Et puis on le reverra peut-être, ou alors il sera mort, ou alors il sera en prison, ou il sera en psychiatrie, ou autre chose. Mais il reviendra peut-être un jour. Donc ça, c'est aussi un frein. Voilà, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Et du coup, on va passer à Laure Anna, donc, qui est aussi de formation travailleuse sociale. Et vous avez créé, c'est un peu en écho avec la création de Pascal aussi, une unité mobile sur l'hygiène. Et comment est-ce que cette notion d'aller vers, d'abord, vous l'avez incarnée dans votre activité aujourd'hui, et puis pareil, de tirer un petit peu ce fil des difficultés, des obstacles que vous pouvez rencontrer. Vous avez un peu grimacé quand Pascal a dit les bénévoles, c'est un problème. Bon, il y a plein de sujets en un et j'ai pas pris un petit carnet pour noter tout ce que j'avais envie de dire, donc je vais essayer de penser à tout, sinon vous me redirez. Donc effectivement, je m'appelle Laure Anna, je suis la fondatrice de l'association Bulle Solidaire. On a un camion douche aussi, l'asso existe depuis 2017 et le camping-car existe depuis 2022. En bref. Oui, j'ai grimacé alors sur le côté où les bénévoles sont des freins. Moi je suis pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord. En tout cas les dispositifs qu'on essaye de développer il faut pour les développer prendre en compte les problématiques qu'il peut y avoir du fait d'avoir des salariés et ou des bénévoles. Première chose. Et j'ai oublié la question, du coup c'était quoi? C'était qu'est-ce qui m'a amené vers l'aller vers, c'est ça? Bon, si on remonte un petit peu l'historique, je pense que moi je trouve que c'est intéressant de réfléchir aussi dans une logique un peu sociologique et pas seulement individuelle. Donc je suis de formation EduxP. C'est pas anodin, c'est-à-dire que quand on arrive en tant qu'EduxP, en général, il y a quelques petites raisons qui font que. Et donc si je réfléchis à mon passé, je pense que c'est en grande partie dû à mon éducation, pas que mes parents, c'est aussi le parcours que j'ai pu avoir, les personnes que j'ai pu rencontrer. Et une petite anecdote, par exemple, quand on était, donc j'ai 2 frères, et quand on était gamins, nos parents à Noël, ils nous faisaient aller en supermarché, prendre un sachet plastique chacun, et on devait le remplir avec 2-3 clémentines, un paquet de mouchoirs et quelques autres bricoles pour aller l'offrir à une personne à la rue. Alors, à l'époque, ça me semblait complètement normal, et en fait, c'est avec le recul que je me suis dit, ah mais tiens, ça fait peut-être partie des petits éléments qui ont fait que, étant petite, justement, j'ai appris à aller vers certaines personnes que je ne connaissais pas forcément, qui ne me ressemblaient pas forcément, sans finalement en avoir peur. Et ensuite, en faisant pas mal de bénévolat, en ayant des engagements associatifs, militants, etc., j'ai appris à aller vers des personnes qui n'étaient pas pareilles que moi, qui avaient peut-être des opinions divergentes, des parcours différents. Et voilà, en 2017, l'asso Bulle Solidaire voit le jour et on ouvre le dispositif de camping-car douche. Aujourd'hui, nous, on fait des sorties toutes les semaines, sur Rennes principalement. Et pour répondre à la question, donc, du coup, aller vers les gens, c'est un peu flippant. Alors peut-être qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Pour autant, pour certaines personnes, c'est le cas. Et quand on fait des réunions avec nos équipes de bénévoles ou nos services civiques, etc., on essaye de faire un peu d'analyse de pratique, c'est-à-dire d'échanger des situations qui ont pu nous mettre mal à l'aise, nous questionner, nous interloquer, nous rendre tristes, nous mettre en colère, etc. Et c'est un fait, dans les retours qu'on peut avoir, il y a, oui, beaucoup de personnes dans notre équipe, actuelle ou passée, qui ont fait face à des situations un peu déconcertantes, pour lesquelles peut-être qu'en tant que professionnel du travail social, on est formé, on est habitué parce qu'on y fait face régulièrement. Mais quand on est bénévole, en fait, on vient avec ce qu'on a. Et parfois, ce qu'on a, c'est rien à voir avec l'action sociale, en fait. Et on a des compétences, mais il faut permettre aussi aux bénévoles de développer des compétences et des connaissances en lien avec ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je grimaçais un peu tout à l'heure en disant, c'est pas vraiment que les bénévoles sont des freins. Au contraire, les bénévoles sont des ressources et toute une richesse. Mais en tout cas, ça nécessite vraiment, dans l'action sociale et sur ce type de dispositif un peu innovant, un peu particulier, d'accompagner les bénévoles pour être formés,
et quand je dis bénévoles, c'est aussi voilà, les personnes salariées, services civiques, alternants, etc., etc. Je ne sais pas si je réponds à la question, s'il y avait d'autres éléments. On va y revenir aussi. Et donc peut-être maintenant la parole à Anna Marquez. Alors vous êtes ergothérapeute, vous avez un doctorat en sociologie et vous avez particulièrement écrit une thèse sur la démarche de l'aller vers, qui nous intéresse donc particulièrement. Et puis aujourd'hui, vous travaillez dans le champ de la psychiatrie et de la précarité, où vous supervisez une équipe de 7 ergothérapeutes qui interviennent auprès de publics de migration récente et dans grande précarité, spécifiquement sur les questions de psychiatrie. Et donc, voilà un petit peu cette question-là. On a évoqué une difficulté qui peut être rencontrée par des bénévoles qui ont ni la formation peut-être adéquate, ou en tout cas qui peuvent être en difficulté, mais ce n'est pas que pour les bénévoles. Les travailleurs sociaux aussi peuvent aussi être confrontés à cette difficulté. Anna vient de l'expliquer aussi, de l'effleurer en tout cas. Et peut-être ce qui serait intéressant à partager, c'est aussi le retour historique que vous pouvez faire et qui donne des clés, en tout cas de compréhension et d'explication de comment est-ce qu'on aborde cette question de l'aller vers des gens qui potentiellement n'ont rien demandé ou ne sont pas en capacité d'exprimer cette demande. Oui, alors c'est une façon de voir l'aller vers, c'est à travers la question de la demande, parce que ça se construit un petit peu comme ça, si on prend dans le travail social historiquement, et notamment avec la prévention spécialisée. L'idée d'aller vers, c'est parce que les gens ne vont pas venir vers les services, c'est des gens qui sont en rupture avec le service ou qui n'ont pas de demande. Donc c'est l'association de ces deux aspects-là. C'est la question que les gens ne viennent pas et qu'il n'y a pas de demande. Et moi j'ai mis un temps, je me suis cassé la tête à comprendre la légitimité de l'aller vers. Normalement, en tant que professionnel, on n'est pas, juste on parlait de bénévoles. Si on va pour faire de la charité, on peut faire des distributions de repas, on peut faire des choses comme ça, c'est une façon d'aller vers. Mais les professionnels, historiquement, ils ont un mandat à partir d'une demande. On apprend même en formation, on va suivre la demande, etc. Donc, en l'absence de demande, on ne va pas frapper à la porte de gens, un neurologue, un cardiologue, un cancérologue ne va pas faire ça. Il ne va pas frapper à la porte de la personne en me disant « on m'avait dit que vous avez un cancer, il faut quand même vous soigner ». Si la personne ne vient pas vers le médecin, il n'y aura pas ça. En revanche, si la personne arrive aux urgences, qu'elle a, je ne sais pas moi, il y a un problème je sais pas, elle s'est cassé une cheville et qu'on voit que ça ne va pas très bien dans sa tête, à ce moment-là, un autre médecin, en l'occurrence ça peut être un psychiatre, peut venir la voir alors que c'était en absence. Donc vous voyez que le lieu de l'intervention, le lieu où la demande s'exprime, il est aussi important. Une fois que la personne est dans un lieu où on peut intervenir sur elle, là, on considère qu'elle est déjà en demande. Donc voilà, la notion de l'aller vers, c'est aller rencontrer une personne en dehors d'une structure faite pour cela et en l'absence de demande. Voilà, c'est un peu là que ça se fait, parce que sinon il y a des gens qui vont me dire si la personne est hospitalisée en psychiatrie, parce que c'est ce que je connais le plus, et c'est l'assistante sociale qui sort de son bureau, qui va dans la salle commune, et là, elle dit qu'elle fait de l'aller vers. Elle n'a pas attendu dans son bureau que la personne vienne. Donc voilà, je fais la distinction. Ce n'est pas, chacun va définir sa pratique comme elle le souhaite, mais cet aller vers dont je parle, c'est celui-là en l'absence de demande et en l'absence de la personne dans un lieu, dans une structure. Parce que les personnes sans abri, parce que les jeunes, parce que il y a tout un tas de publics qui ne connaissent pas leurs droits ou qui ne vont plus aller chercher leurs droits parce qu'ils en peuvent plus de recevoir des noms et des choses comme ça, sont déjà découragés. Voilà, on pourrait développer un peu les raisons que les gens ne vont plus vers les institutions pour demander ce qu'il leur faut pour leur parcours de vie. Et voilà, donc c'est... Alors, il y a plusieurs allers vers. Je peux, par exemple, placer mon camion dans un endroit et les gens vont venir. Donc, vous voyez, c'est moite-moite. Je déplace mon camion jusqu'à cet endroit, mais les personnes, elles viennent quand même. Il y a d'autres choses que je vais, moi, jusqu'à la personne. Je vais me mettre accroupie. La personne, elle est par terre. On va discuter un petit moment jusqu'à ce qu'elle veuille bien m'accompagner pour aller prendre sa douche ou pour accepter un repas que je peux même lui porter parce qu'elle ne se lèvera pas pour aller chercher ailleurs ou des consultations de santé. Vous voyez, donc il y a tous ces continuums-là de l'aller vers jusqu'où on va jusqu'à la personne
ou au contraire, on l'a fait faire 2-3 pas, on l'a fait faire un petit peu plus, voilà. Et sur le frein qui peut, en tout cas la difficulté qui peut être rencontrée par les travailleurs sociaux, en particulier, vous aviez évoqué la question de la construction d'une légitimité, et qui est ça un élément sur lequel voilà, on peut travailler aussi. Vous parliez, vous avez, je pense, quelques exemples dans le champ de la psychiatrie où cette construction de la légitimité, elle est un préalable. On pense l'action en amont et on ne la réalise pas de manière spontanée. Oui, il y a des exemples, il y en a plusieurs, mais voilà, un des premiers freins, c'est la question de quel droit, moi, professionnel, je pense qu'il faut que j'aille là, embêter la personne, proposer ceci, cela. Est-ce que c'est bien légitime de faire ça? Est-ce que je ne suis pas dans le contrôle social? Est-ce que je ne suis pas dans une forme de normalisation? Donc voilà, comment ça va s'agencer avec la personne, mais ça part de cette idée que d'abord, on a défini que si on va vers la personne, c'est parce que attendre sa demande est pour elle dangereux ou qu'elle n'est pas en mesure de demander. Je pense au SAMU social de Paris et Xavier Emmanueli qui disait qu'il définit, c'est des personnes qui ne demandent plus rien et qui faisaient le lien quand quelqu'un est dans le coma, on n'attend pas qu'elle demande. Il était urgentiste, Xavier Emmanueli. Donc on ne va pas attendre que la personne dans le coma puisse demander. Une personne qui est dans une telle situation qu'elle n'est plus en mesure de demander, sur le plan social aussi, sur le plan des soins également. Donc, c'est ça la légitimité. Donc là, les Verts, il n'a de légitimité à ce moment-là que pour créer un lien, c'est ce que vous disiez, hein, les Verts comme synonyme de créer un lien, mais on peut créer des liens dans toutes nos structures. Hein. On sait que dans n'importe quelle structure où on travaille, le premier acte du travailleur social, c'est de créer du lien, un lien de confiance, et c'est à partir de là qu'on pourra travailler. Donc, dans l'allée vert, quand on va chez les gens, ils sont là au milieu de la rue, ils ne savent pas qui s'approche. Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'agresser? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me proposer quelque chose? Ils sont en méfiance, peut-être que vous connaissez ça aussi, plusieurs personnes sont déjà venues me proposer une douche, un lieu d'hébergement, et puis au bout d'un moment, ça se casse. Et c'est Stéphane Rilla qui définissait qui appelait ça du donjuanisme. Tant que la personne est dans la rue, le SAMU social vient lui proposer: est-ce que vous voulez un café, est-ce que vous voulez un bolino, et est-ce que vous voulez des soins, est-ce que vous voulez prendre une douche, est-ce que vous voulez une nuitée d'hôtel dans un centre d'hébergement, une semaine et tout. Et c'est la personne qui a le pouvoir de dire oui ou non. Donc il y a une inversion, le pouvoir est du côté de la personne. Et pour les professionnels, c'est pas habituel ça, parce que en tant que professionnels, c'est nous qui avons les clés pour ouvrir ou fermer les portes, pour donner au pas telle aide alimentaire ou telle autre chose. C'est nous qui avons ce pouvoir de dire oui, non, la personne, elle vient dans la demande. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir. Et là, cette inversion, ça peut être un frein, ça peut être dérangeant. Comme quand on va à domicile, rentrer chez les gens, c'est pas pareil que quand on est dans une institution où on a toutes les clés, on rentre, c'est nous qui établissons les règles. Donc c'est aller vers, il y a cette histoire d'inversion du pouvoir que j'adore en particulier, qui est pour moi le plus intéressant de la chose, d'aller me confronter à mes propres contradictions. Et donc c'est là la personne qui va dire non, je ne veux pas, et qui on va là, on propose. Mais lorsque la personne accepte, elle vient au centre d'hébergement et au bout de 3-4 jours, on dit bah oui, il faut vous mobiliser, il faut accepter telle chose, il faut faire telle démarche et telle autre démarche. Et là, les gens ils vont dire non, non, merci, je retourne dans la rue. Donc c'est par cette non-demande qu'ils ont, qui vont nous tenir. Et parce que s'ils s'en vont, bah, on ne peut plus travailler. Et eux, ils peuvent complètement, ils s'en fichent. C'est pas grave, j'ai une plaie énorme, c'est pas grave, si c'est pas comme je veux, je peux partir. Voilà, donc c'est cette inversion-là qui peut être parfois un frein, mais que moi je trouve que c'est ce qui vient nous interroger dans nos relations de pouvoir, dans ce pourquoi on fait ce qu'on fait, et qui est le côté le plus stimulant. Et je pense que c'est pas un frein, c'est plutôt un levier de la construction de notre professionnalité. On va revenir sur les leviers. Frédéric Maignan, vous aussi, vous avez plutôt une formation professionnelle et une expérience assez longue dans le champ du travail social. Vous avez été assistant social pendant plus de 20 ans. Puis il y a eu un moment, un déclic pour justement travailler un projet autour de l'Aller vers, un projet culturel.
et qui vous a fait basculer du côté pas obscur de la force, mais au contraire du côté clair de la force, de travailler sur cette question de retrouver le pouvoir d'agir et de travailler sur l'Aller vers. Donc vous êtes aujourd'hui formateur à temps plein, vous avez fondé votre propre organisme de formation, mais vous intervenez aussi dans plusieurs cursus de formation d'éducateurs spécialisés ou de travailleurs sociaux. Et je trouve que c'est intéressant de partager aussi votre analyse autour d'un petit retour en arrière des politiques sociales, puisqu'on sait que l'Aller vers irrigue aussi ce champ des politiques sociales et finalement aussi nous donne un cadre aujourd'hui d'exercice assez particulier. Et puis, toujours pareil, vous aviez pas mal insisté sur la question du levier institutionnel. On a beaucoup parlé là du levier des intervenants, qu'ils soient bénévoles ou professionnels. Peut-être qu'il y a un troisième levier qu'on n'abordera pas aujourd'hui, qui est le levier des freins liés à la personne accompagnée. Mais je pense qu'Anna, vous l'avez un petit peu évoqué. Et donc ce lien institutionnel aussi, comment il s'est construit et comment est-ce qu'on fait avec aujourd'hui? Ok. Donc en effet, moi je suis formateur en travail social depuis 4 ans. Ça fait 4 ans en fait que j'anime des formations autour de la démarche d'Aller vers, un peu partout en France, auprès de travailleurs sociaux, auprès de collectivités territoriales, auprès d'associations. Et mon propos, du coup, je vais l'appuyer sur cette accumulation en fait d'expériences de formation par rapport à la question qui est posée. Donc en effet, on est tenté de penser que quand on parle de démarche d'Aller vers, c'est une démarche qui est récente. On parle de dispositif même d'Aller vers, alors que, et d'ailleurs, on ne pratique plus l'Aller vers, on fait de l'Aller vers. C'est devenu un substantif. Et donc, ça vient renforcer cette idée de dispositif qui, je vais y revenir, est assez enfermant parfois. Bref, rappel en effet sur l'histoire du travail social, qui nous replonge à la fin du 19e siècle, les années 1880, outre-Atlantique. Les États-Unis connaissent une grave crise économique et sociale, et certains philanthropes, associés avec certains religieux, décident de créer ce qu'on appelle là-bas des settlement houses. Oui, j'ai fait une licence d'anglais, ça se voit. Ces résidences sociales, qu'on peut appeler en français, en fait, avaient pour objectif déjà à l'époque de se situer au cœur même des quartiers qui posaient donc pas des problèmes, mais dans l'objectif d'endiguer la misère, dans l'objectif de croiser les regards, dans l'objectif de développer le pouvoir d'agir des personnes accompagnées, dans l'objectif de faire participer les personnes concernées, et donc dans l'objectif d'aller vers les personnes. Donc 1880, outre-Atlantique, on est vraiment sur cette volonté d'agir pour endiguer la misère, lutter contre le chômage, les différents fléaux, en allant au cœur même des quartiers. Et parallèlement à cette conception plutôt collective, on va dire, et de développement social local, il y a un courant de pensée qui s'appelle le casework, que Marie Richmond a pu développer, qui est la volonté en fait de professionnaliser le travail social, notamment à travers plutôt une approche éthique, en disant on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on accompagne les personnes. On doit également individualiser l'approche. C'est une approche qui certes est collective, mais on doit aussi être dans une forme de vision complexe, au sens d'Edgar Morin, sur l'accompagnement des personnes. Donc pareil, on est à la fin du 19e siècle. En France, parallèlement, il y a en 1898 et 1905 les premières lois d'assistance, où on passe finalement d'une obligation morale à une obligation juridique. Avant, c'était l'Église qui s'occupait de ses pauvres. Maintenant, donc à partir de 1905 à peu près, c'est plutôt à l'État de s'occuper de ses pauvres, qui a une dette. Parallèlement, du coup, grâce à cette mise en place de différentes aides, notamment l'aide aux femmes en couche, l'aide à la protection de l'enfance aussi, eh bien, voilà la naissance des travailleurs sociaux, qui sont finalement l'interface entre l'État-providence, l'État social et les individus. Et en France, on va venir également donc professionnaliser le métier d'assistance sociale une première fois en 1932. En 1932, on crée le diplôme d'état d'assistance sociale qui est venu après se coupler avec les infirmières visiteuses. Donc les infirmières visiteuses, en fait, c'est des personnes qui se rendaient au domicile des personnes pour également donc s'occuper des personnes qui étaient donc en difficulté. Donc on est vraiment sur un champ du médico-social. Également, j'ai oublié, en 1922, en France, il y a Marie-Jeanne Bassot qui s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis et qui va créer la Fédération des centres sociaux, comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire être au cœur des quartiers, et puis également donc endiguer la misère, faire participer les personnes, aller vers les personnes, créer des collectifs de personnes pour être sur une forme de développement du pouvoir d'agir. Donc vous voyez, tous ces gros mots qu'on entend aujourd'hui depuis quelques années, ils sont vraiment au fondement du travail social. Si on avance un peu dans le temps,
1945, création de la sécurité sociale, également développement des assos caritatifs comme Secours catholique, Secours populaire, etc. Eh bien, cette création de la sécurité sociale, notamment après avec la branche famille qui est devenue la CAF ensuite, va à nouveau positionner les travailleurs sociaux entre l'État-providence, l'État social et l'accès aux droits. Donc, dans le travail social, on est vraiment sur favoriser l'accès aux droits. Et on pratique également des démarches d'aller vers. Et se développent aussi les actions collectives. On va également réfléchir au niveau des actions collectives. Un tournant qui est assez important, c'est les années 68, enfin les années 70, notamment post-68 Ardes, où là, on change de manière de voir l'accompagnement des personnes, où on est sur la libre adhésion. Hein, ce n'est plus à nous d'aller vers les personnes, c'est à la personne d'être libre, d'être accompagnée ou pas dans le travail, enfin, dans son parcours. Et cette vision de l'accompagnement va venir un peu déliter finalement ça. Mais parallèlement, on voit la création de la prévention spécialisée, du travail de rue par les éducateurs spécialisés, qui là vont vraiment faire du travail au niveau de la protection de l'enfance aussi. Si on avance dans le temps, un grand tournant aussi, c'est 1988. 1er décembre 1988, qu'est-ce qui se passe? Création du RMI. Et pour la première fois, on va venir contractualiser en tout cas l'accompagnement de la personne, qui a certes des droits, mais qui a aussi des devoirs et des obligations. Et là, on va venir individualiser encore plus l'accompagnement. Et 1988 et les années 90 vont voir la naissance de multiples dispositifs d'accompagnement. Et la loi de 98 de lutte contre les exclusions est venue du coup créer la CMU, le FSL, enfin on est venu vraiment protéger les personnes, mais via des dispositifs. Dans les années 2000, avec la loi 2002, on est venu à nouveau créer des dispositifs. Et là où je veux en venir, c'est qu'on est venu finalement enfermer les travailleurs sociaux dans leurs bureaux. On est venu développer une forme de bureaucratisation, et les travailleurs sociaux sont devenus finalement des gestionnaires de files d'attente, de guichets, et finalement ne permettant plus de sortir du bureau, d'aller faire des visites à domicile, d'être à nouveau dans la création de développement social local, être partenaire, développer le partenariat, le réseau. On est venu enfermer les travailleurs sociaux. Donc il y a une forme de dégradation du travail social qui s'est passée dans les années 2000. Et François Hollande, du coup, a décidé de lancer les États généraux du travail social en 2013, et pour faire un diagnostic, de dire mais comment va le travail social en France aujourd'hui. Le constat, donc il y a eu un travail pendant plusieurs années qui a été fait, et il y a plusieurs axes, plusieurs pistes de développement qui ont été faits, notamment bien de favoriser à nouveau la participation des personnes, et on commence à parler de cette démarche d'aller vers. Et ces états généraux du travail social, en fait, ont été concrétisés par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2018, septembre 2018, qui, pour la première fois, parle de l'aller vers, le transforme en substantif. Et accompagne, en tout cas dans cette stratégie de 2018, une note de cadrage à la fois donc, de formation. C'est-à-dire que cette stratégie propose des pistes, des déroulés pédagogiques qui vont venir encadrer la formation pour être formé à l'aller vers. Et c'est de cela que moi je me suis inspiré pour du coup créer les formations que je propose. 2024, avec le Pacte des Solidarités, on vient à nouveau insister sur la volonté de... Je vais y arriver au frein, hein, mais c'est important de refaire ce truc-là pour... voilà, bref. 2024, on vient vraiment insister sur à nouveau positionner les verts en tant que pratique fondamentale du travail social. Donc la question, c'est les freins. Alors, la formation... les freins, parce que là, du coup, vous avez un peu débordé sur l'historique, mais c'était effectivement intéressant de recontextualiser. Et donc, peut-être un petit mot sur les freins, puis du coup, quand même, parce que je vois l'heure qui tourne, qu'on on embraye sur la question des solutions et notamment de la formation. Alors, ça a été un petit peu évoqué avec Anna sur la nécessité. Les compétences ne sont pas innées et il y a nécessité de retravailler, de mettre toujours cette réflexion un petit peu à l'ouvrage, de se re-questionner. Ça fait partie presque intrinsèque de la dynamique de l'aller vers. Donc peut-être un petit mot. Sans nous présenter votre programme de formation détaillé, j'inviterai tous ceux qui sont intéressés ensuite à aller vers Frédéric pour qu'il puisse D'accord, ça marche. Mais quand même, ça peut être un fil conducteur qui est intéressant. Lorsque je fais des formations, en effet, il y a toute une première partie qui va parler des représentations, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on fait cette formation, et pour nous, ça veut dire quoi l'aller vers. C'est très important de partir de cette présentation pour derrière, pendant la formation, eh bien, déconstruire tout cela. Comment on fait pour déconstruire? Eh bien, déjà, on va à nouveau faire un apport sur l'histoire du travail social, qui vient légitimer
la fonction que l'on a en tant que travailleur social. Ensuite, on va travailler sur la définition aussi, et c'est là qu'après on va travailler sur les freins. Et les freins, je les aborde de 3 à 3 niveaux. Il y a à la fois à réfléchir sur les freins institutionnels, c'est-à-dire comment dans ma structure je suis freiné par mon institution, comment également dans ma structure je suis freiné par ma propre pratique et parfois des questionnements éthiques et déontologiques qui me créent un dilemme, et comment les personnes accompagnées également peuvent exprimer des freins. Par expérience aujourd'hui, si je fais des formations uniquement auprès de travailleurs sociaux, ils vont me dire « oui, mais les chefs, ils n'entendent pas ce que vous dites, c'est intéressant, machin, mais comment on va faire pour concrètement l'institution faire quoi ?» Et de la même manière, oui, mais on parle à la place des personnes concernées alors qu'elles devraient être là. Donc aujourd'hui, ce que je fais absolument, c'est de faire des formations où tout le monde est présent. Il y a à la fois les chefs de service, des directeurs, des travailleurs sociaux et des personnes accompagnées qui réfléchissent à l'ensemble de ces freins-là. Et comme ça, on a des réponses vraiment en direct là-dessus. Mais en frein institutionnel, rapidement, je les ai listés, il y a le... Rapidement. Ouais. Il y a le côté, du coup, rigidité de l'institution, quoi. Quand on parle de dispositif, du coup, ça vient enfermer les pratiques, ça vient rigidifier les pratiques. Et puis, il y a la culture du résultat, hein, que Michel Chauvière aussi dénonce, ou comment quantifier les effets de l'aller vert aujourd'hui sur l'aspect ou comment le qualitatif. Et puis, le dernier, ce sont les moyens humains, bien sûr, et les moyens financiers, la question du temps, où est-ce qu'on positionne l'aller vert dans l'agenda de travailleurs sociaux. J'ai plein de trucs à dire, mais je dois m'arrêter. Voilà, ça sera à la pause, au café, demain, ce soir. Laure-Anna, parce que je sens qu'elle biffe là, avec plein de choses à dire. Donc on a parlé de la formation comme étant un levier essentiel qui malheureusement n'est pas acquis à tous, mais qui commence à être quand même un levier, je dirais, aujourd'hui de plus en plus utilisé. Quand on n'a pas la capacité à former, comment est-ce que dans la structure ou dans le dispositif, on peut aussi mettre un cadre qui permette de rendre les acteurs, les personnes, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, plus à l'aise dans cette démarche-là, et puis peut-être rompre avec l'anxiété ou la difficulté ou les problèmes de légitimité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, très concrètement, au sein de votre dispositif ? C'est ce que j'allais dire, effectivement, pour parler de notre expérience, qui n'est pas forcément la vérité, ou la vérité absolue ou la meilleure des solutions. En tout cas, c'est du fait de la création du poste salarié que j'occupe depuis 2 ans, et donc d'avoir un peu plus de temps pour travailler au sein de l'association, on a essayé de professionnaliser l'association et donc de mettre en place tout un tas de process, de fiches actions, de fiches missions, de rappels, de chartes, de rappels sécurité. Alors comme ça peut faire un peu peur, on peut se dire « oh là là, encore de l'administratif, encore des documents, etc. » Malheureusement, on s'est rendu compte, en tout cas pour notre expérience, qu'on était obligé de passer par là, et par le fait de formaliser sur papier avec des couleurs, etc., des fiches qui sont plastifiées, que vous pourrez voir d'ailleurs dans le camping-car pour certaines, pour que les personnes qui ne sont pas formées, qui n'ont pas vraiment d'expérience, puissent à tout moment, même si personne n'est là pour lui dire bah, tiens, là, à ce moment-là, il faut que tu fasses ça, avoir un petit rappel et se dire ah oui, d'accord, les règles de l'association, c'est ça, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Pour rebondir sur la question d'avant, moi je dirais que dans les freins, et en tout cas c'est celui qui me vient à l'esprit de façon la plus importante, c'est les finances. Et en lien avec cette question-là aussi, parce qu'on aura beau là lister toutes les possibilités de choses qui nous permettent de leviers en tout cas qui nous permettent de surmonter les obstacles, si on n'a pas les sous concrètement, on ne peut pas. Donc là, par exemple, toutes les choses que nous on a mis en place, c'est parce qu'on a eu des financements pour un poste salarié qui nous a permis de passer du temps pour faire tout ça. Sur la question des formations, donc on essaye aussi en interne. Alors il s'avère que moi je suis aussi formatrice en centre de formation au travail social sur des questions d'insertion, d'exclusion, de violences sexistes et sexuelles, les questions de genre dans le travail social. Donc j'essaye d'importer ça au sein de notre association, d'utiliser ces compétences-là en interne puisque c'est gratuit, si ce n'est que ça ne coûte que le temps que je passe, qui est quand même conséquent. Et on essaye aussi de trouver des subventions pour financer des formations par des organismes extérieurs. Mais voilà, tout ça pour dire que les freins, c'est aussi les sous, et qu'on aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, si on n'a pas les sous pour mettre tout ça en place, ça reste compliqué. Il y a des conférences demain sur la question du financement, de l'innovation sociale et du soutien des pouvoirs publics, donc on pourra poursuivre cette réflexion-là ensemble demain. Peut-être ensuite, Pascal, pareil, sur votre expérience quotidienne, ce qui vous semble, vous, être un levier qui permet de sécuriser vos interventions et puis de rester, je dirais, un peu droit dans vos bottes de votre, du sens de l'association et du projet que vous menez. Oui, alors je suis désolé de t'avoir envoyé un 1. Bon,
Donc, je vous parlais de bénévoles. Alors, on a eu le couac du Covid, comme tout le monde, mais le Covid, ça nous a fait arrêter tout de suite. Alors, comme j'avais énormément de bénévoles qui étaient plus âgés, ils ont pris peur, hein, comme tout le monde, parce qu'au début, le Covid, c'était rien, mais quand on a vu la TV, on a vu les morts, on a vu, voilà, bon, c'était un choc pour tout le monde. Donc, nous, on a arrêté de travailler, on était en chômage technique. Heureusement, pour moi, la ville de Bruxelles a décidé d'ouvrir un hub humanitaire. Donc, et ils avaient décidé qu'il fallait des responsables pour chacun des postes qu'on allait occuper. Donc, il fallait un responsable pour les douches. Et j'ai proposé d'aller travailler là pendant 6 mois. Et donc, j'étais responsable et j'ai dû engager 2 travailleurs. Donc, on a trouvé l'argent parce que, évidemment, le Covid, ça faisait peur. Donc, il y avait de l'argent qui était libéré. Donc, j'ai eu 2 travailleurs que j'ai pu engager. Et on a travaillé à 3, on a donné 1800 douches en 3 mois. Donc ça, c'était le record des records. Et après, quand le Covid a commencé à disparaître, on a pu retourner en route et Rolling Douche est redevenu Rolling Douche. Voilà. Et puis, du coup, un levier pour vous qui permet vraiment quand on... Le levier, donc tout à coup, la ville de Bruxelles a compris que Rolling Douche était un acteur incontournable. On est devenu un peu incontournable et on a reçu de l'argent pour engager des travailleurs. Donc maintenant, on est 4 travailleurs mi-temps. On ne peut pas engager plus, mais voilà, c'est déjà bien. On a des bénévoles, oui, on a des bénévoles. On a encore 3 bénévoles qui sont revenus malgré le Covid. Donc, ils se sont rendus compte qu'on était sérieux, qu'on a pris nos précautions, qu'on avait des masques, qu'on avait du matériel, qu'on n'a plus embrassé les usagers qu'on avait embrassés avant, qu'on leur a serré la main. Et donc, c'est un peu revenu à la normale. Alors, donc, oui, non, oui. Pardon. Non, si tu n'avais pas fini, fini si tu n'as pas fini, sinon je... J'ai jamais fini en fait, ouais. Donc vas-y. Ah bon, je continue alors. Parce que j'ai oublié des choses que je voulais dire tout à l'heure, aussi pour les leviers, ou en tout cas qui permettent de lutter contre les freins pour aller vers, c'est aussi d'ouvrir la parole. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on n'avait pas assez de temps de réunion, d'échange, de pratique, etc. Et donc, les bénévoles rentraient chez elles et eux avec leurs observations, leurs émotions, leurs ressentis, leurs inquiétudes, leurs questionnements, sans qu'il y ait la possibilité d'en discuter. Donc on a commencé d'abord à en discuter un peu en 1 à 1, 1 à 1, etc. Et on a mis en place des réunions opérationnelles régulières avec des temps de parole où, pas plus tard qu'il y a 4 jours, au sein de l'association, un exercice que j'ai donné, c'était tout le monde avait des post-it et chacune devait anonymement écrire une ou plusieurs situations qu'il ou elle avait rencontrées et qui l'avaient heurté, questionné, attristé, etc., etc. Et ensuite, moi, je les ai déballées, puis je les ai lues collectivement et on y a réfléchi ensemble. Et en fait, c'est la partie discussion collective, elle permet aussi de lever beaucoup de freins, parce qu'on se rend compte que voilà, ce qui nous heurte ou qui nous paraît étrange, etc., finalement, c'est pas juste nous, c'est pas juste dans notre tête, d'une part, et d'autre part, il y a aussi la question de la formation et la déconstruction des représentations. Parce que concrètement, tout à l'heure, pour le petit exercice de tout début de table ronde, beaucoup d'entre vous se sont levés sur la question de est-ce qu'à un moment donné, ça a été compliqué d'aller, alors je ne sais plus comment c'était formulé, mais est-ce que ça vous a questionné, est-ce que ça a été flippant pour vous? Concrètement, ce qui fait que c'est flippant d'aller vers quelqu'un, que ce soit dans l'action sociale ou pas, en général, c'est parce qu'il y a de l'inconnu, en fait, et qu'on peut lier d'ailleurs aux questions aussi d'oppression, de discrimination, etc. Quand ça se passe, c'est parce qu'on ne sait pas. Et donc, on essaie aussi, nous, de sensibiliser un maximum en interne et en externe sur voilà, qu'est-ce que c'est quelles sont les caractéristiques des personnes qu'on va rencontrer. Et en fait, pour que les personnes se rendent compte que finalement, voilà, il y a des particularités et qu'une fois qu'on les connaît, allons-y sans que ce soit flippant. Voilà. Merci. Peut-être Anna, dans la suite. Donc on a évoqué plusieurs leviers, la question de la formation, la question de la mise en place d'un cadre un peu sécurisant et puis d'échange et de déconstruction des représentations, les outils et les moyens qui sont aussi nécessaires pour avoir un exercice dans de bonnes conditions et qui favorise aussi la capacité de la personne à pouvoir être bien dans cette dynamique-là.
Et du coup, on avait aussi évoqué ensemble la notion d'interdisciplinarité qui est quand même très forte dans les actions que vous avez pu mener dans le champ de la psychiatrie et de la précarité. Et comment est-ce que cette question aussi du terrain peut être un élément favorable pour mettre en place des démarches d'aller vers adaptées? Plus près. Oui. C'est bon? Merci. Alors, en effet, je pensais à le premier levier, c'est effectivement, on est un peu plus radical. Les gens ils disent aux réunions d'équipe, moi là, je le sens pas. Je le sens pas. Et on peut parler de ce qui, c'est l'habitude. Même les stagiaires, ils vont apprendre immédiatement que pour être un bon professionnel sur le terrain, il faut pouvoir expliciter ses doutes, ses questionnements, ou même de dire là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est ça ce qui va protéger individuellement, enfin, la personne, les personnes accompagnées et l'équipe, et de se sentir dans une équipe à l'aise pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc ça, c'est une première chose, analyse de pratique, mais aussi réunion d'équipe, et puis l'association entre associer l'intervention à l'enseignement. Et ça, je pense qu'on n'avait pas abordé jusque-là, cette association d'intervention, formation, production de connaissances qui irait jusqu'à la recherche. Mais en général, je ne dis pas recherche parce que ça, on a l'impression que la recherche, c'est pour des gens qui ont des grands cerveaux, qui savent faire des trucs extraordinaires. Alors la recherche, c'est la formalisation un peu de ce qu'on fait qui sert à nous, à réfléchir à ce qu'on fait et à tisser théorie, pratique, etc. Donc après, je vous parlerai de praxis un autre jour, mais c'est dans l'association de ces trois choses-là, donc présentation d'articles toutes les semaines pour discuter de notre pratique à la lumière des articles qui vient éclairer un questionnement que tel ou tel professionnel peuvent avoir, recevoir des stagiaires, orienter des mémoires, aller faire des cours, et ça associer, parce que c'est quand je veux faire... Alors, tout le monde le sait, première grille de l'évaluation de notre formation, c'est est-ce que moi, en tant que formatrice, j'ai appris quelque chose de ce cours. Si c'est passé rien dans la transformation de ma pratique, ce cours ne vaut pas. Pareil, on va avec des participants et des participantes. Le travail, évidemment, nous, à notre équipe Prax, mais je pense que quand je travaille en équipe mobile de psychiatrie précarité, parce que dans l'historique, les équipes mobiles de psychiatrie précarité, elles apparaissent dans les années 90, en allant vers des personnes qui ne demandent rien pour des évaluations, des accompagnements vers le soin psychiatrique. Vous imaginez la violence que c'est qu'un psychiatre se présente chez vous pour dire ça va pas. Voilà, des évaluations un peu sauvages, parce qu'on évalue dès qu'on regarde comment la personne, son site se présente. Ah oui, d'habitude il est un peu rangé, là c'est beaucoup plus sale, là la manche est un peu éparpillée, là et donc on voit l'état psychique de la personne parfois rien qu'en arrivant et en regardant l'état du site. Aller rencontrer cette personne, vous voyez la CNIL là-dedans. Où est-ce qu'elle est, il y a plein de questions éthiques. Donc moi je pense qu'il faut lever un certain nombre de freins, mais pas trop. Il y avait Pierre Morcelli qui était psychiatre à Marseille qui disait la demande c'est la meilleure et la pire des choses, avec Jean Furtos de Lyon. La demande c'est la meilleure et la pire des choses. La meilleure parce que ça nous évite dans notre pouvoir de sauver le monde, d'ingérence, d'outrepasser la personne, et la pire parce que ça peut aussi nous permettre de laver les mains en disant il n'y a pas de demande, on n'y va pas. Donc ça, pour comprendre ça, c'est une éthique qui est aussi technique, mais qui est surtout politique, qui est important d'avoir au quotidien et de tisser avec c'est de la dentelle fine que vous faites au quotidien, et vous le savez très bien, dès qu'on dit qu'on va à domicile, comment j'ouvre cette porte, comment je rentre, comment je me présente, je rentre, je reste debout, j'assois au bout du canapé, je m'assois bien, j'accepte ou pas ce café, etc. Quand on va sur site, parce que c'est des visites à domicile un peu particulières, mais c'est un peu pareil. Voilà, est-ce qu'on reste à la lisière, est-ce qu'on s'accroupit, tous ces petits détails que vous faites déjà au quotidien, qui est inscrit dans votre corps, mais de l'expliciter par la parole, en réunion d'équipe, les questionner, les re-questionner. On court, parce qu'en cours, les étudiants et les étudiantes vont nous dire mais c'est pas ça le boulot, qu'est-ce que vous faites là? Les stagiaires, tout ça. Et quand on va écrire un article, je ne sais pas, vous avez certainement vu ça, les ergots qui sont très jeunes, c'est des gens qui sortent d'école et qui entrent dans nos équipes, elles vont écrire un peu, et au moment d'écrire, elles disent je ne suis pas juste en train de formaliser, ça me transforme ma pratique. Donc vraiment s'interroger de qu'est-ce que je faisais il y a un an, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu du changement?
Et là, on va voir si on garde une démarche critique quotidienne de notre travail. Et c'est ça ce qui fait qu'on ne va pas être en burn-out. C'est ça ce qui va faire qu'on va garder une éthique et la pêche, je pense. Rebondir du coup sur l'aspect Allez, éthique. le dernier rebondissement avant de vous passer Ok, le ça micro. Oui, l'aspect éthique, c'est essentiel. Dans la formation que j'anime, en fait, on repère justement quelles sont les tensions éthiques, et notamment les tensions institutionnelles. Et là, je vous invite à aller lire les travaux de Roland Janvier sur les impasses possibles de l'aller vers. C'est juste marrant parce qu'il fait des allusions à différents personnages de comics, voilà, Superman, Batman, en quoi des fois le travailleur social qui fait l'aller vers va se retrouver dans des postures qui sont vraiment toxiques presque pour la personne aussi. L'éthique, c'est quoi? C'est penser au plus juste. Et ce qu'on propose également en formation, c'est de se poser les bonnes questions. L'éthique, c'est la singularité, c'est la complexité, c'est de se poser les bonnes questions. Et il y a des outils qui existent qui peuvent reprendre justement les repères éthiques, comme Frédéric Jésus notamment a travaillé sur les principes éthiques en travail social. Et c'est intéressant en fait que les travailleurs sociaux puissent avoir des repères pour se poser les bonnes questions avant d'aller vers ou lorsqu'une situation pose problème. Et ça, c'est plutôt intéressant. J'avais 3 punchlines. Alors à la fin, parce que vous avez un petit mot de la fin, donc vous le gardez pour le Ça petit mot de la marche. fin. Peut-être des questions dans la salle? Levez la main, levez-vous, on arrive. Non, tout est extrêmement clair, parce qu'autrement, là, il y a encore un petit peu... Oui, là, je ou vois... extrêmement confus, effectivement. Non, c'est ça. Non. Non, c'est... Vous êtes encore en pleine digestion? Non. Non, non. Bon, du coup, si, monsieur. Bonjour, je m'appelle Julien Lefebvre, je travaille dans un LIALT Soins Santé mobile à Nantes. L'un des freins qu'on rencontre dans les suivis individualisés, c'est les durées d'accompagnement. Notre service accompagne des personnes... C'est les, pardon, les... Les LIALT Soins Santé mobiles. Oui, Donc, et la durée d'accompagnement. Voilà, c'est la durée d'accompagnement. Dans le cahier des charges des LIALT Soins Santé mobile, on est censé accompagner des personnes 2 mois à 6 mois à peu près. Mais pour certaines situations où on a du mal à trouver des relais, eh bien on accompagne les gens 1 an et demi, sans forcément qu'il y ait d'évolution probable et notable. Et donc, du coup, à un moment donné, on est en questionnement éthique sur la continuité de notre action, dans la mesure où les relais identifiés dans le cadre du droit commun, eh ben, on les a pas, en fait. Voilà. Qui veut répondre? Anna, peut-être? Alors, préparez vos questions, parce qu'on n'est venu que pour ça. C'est juste pour papoter, ça n'a pas d'intérêt. Après, dans ma grille d'évaluation, en quoi ça m'a transformé? Il faut bien que vous me posiez une question ou piège pour que je puisse sortir d'ici avec plus de questions que je ne suis arrivée. Alors, voilà, je voulais vous parler de subversion. C'est un peu long, donc je vais juste faire rapide. Tout le monde sait, je suis arrivée en France en 2000, j'ai travaillé en équipe mobile, voilà. Déjà on parlait de ça, on a beaucoup de partenaires d'amont, on n'a pas d'aval, c'est pas une nouveauté en 2024, ça fait 20 ans qu'on dit on n'a pas d'aval. Et donc il y a beaucoup de nos équipes qui sont le dernier recours pour certaines personnes. Et on a une passe dans l'hôpital psychiatrique d'où je viens, et à un moment donné, on a écrit tout un truc pour légitimer le fait que nous, quel est notre public, hein? Le public qui a des troubles psychiatriques, plus de troubles somatiques et plus des problèmes sociaux. Ben, voilà, c'est compliqué parce que parfois on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Il faut d'abord rencontrer la personne, gratter, et au bout de 3 mois qu'on va comprendre qu'il y a un problème sanitaire ou alors qu'il y a un problème psychiatrique. Donc, on ne peut pas faire un tri à l'avance. Et du coup, on a défini notre public comme étant des gens pour qui il n'y a plus personne qui peut intervenir. Et là, pas plus tard qu'hier, justement, on me disait, mais il ne faut pas qu'on soit des Superman, il ne faut pas non plus qu'on commence à être tout puissant, mais à un certain moment, on fait des pas de côté, tout le monde fait des pas de côté, parce qu'on regarde vers quel partenaire on va pouvoir le faire,
Et ben, il y a certaines situations où structurellement, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas assez de lits, ça c'est un problème de nombre de lits, mais il y a, par exemple, une personne qui n'a pas de travailleur social parce qu'elle n'est ni à l'hôpital, ni une institution, elle est sans domicile, mais elle n'a pas toutes les bonnes cases, personne ne va la suivre, donc on finit par la suivre et on va définir qu'on s'occupe des personnes lorsqu'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper. Et on a réussi à faire valider ça. Et puis parfois, quand je parle de subversion, c'est de dire oui, on va faire ce que vous dites, et en attendant, on fait tout un tas d'autres trucs. Et après qu'on l'a fait, on montre que voilà ce qu'on a fait. Et finalement, au départ, on était payé pour faire un truc, on a fait une autre chose, et on arrive à légitimer le fait que c'est pour cela qu'on va faire aujourd'hui. Quand on parle de ça, immédiatement, vient une autre notion, que c'est l'histoire de engorgement. On va être, les services vont être engorgés. Écoutez, s'il n'y a pas d'aval, il faut que les personnes, les hommes politiques prennent, et les femmes prennent leurs responsabilités aussi, parce que tous les dispositifs aujourd'hui sont faits pour articuler. Mais quand il n'y a plus rien à articuler, quoi. Voilà. Et donc, évidemment qu'on va essayer de travailler du mieux qu'on peut dans l'articulation des parcours, en se rencontrant, en faisant du réseau. Il y a encore de la marge pour s'améliorer là-dessus, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Mais voilà, quand il manque des ressources évidentes, voilà, on ne peut pas. On fait ce qu'on peut avec le moyen du bord. Comme, ils ne peuvent pas ne pas entendre. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il n'y a pas d'aval. Juste peut-être en complément, parce que cette question de la connaissance du tissu, alors elle ne répond pas à tout, effectivement, mais elle peut être améliorée. Il y a des marges de progression. On l'a vu ce matin dans des questions autour des mammographies où on est impuissant, il y a une rupture, et peut-être la connaissance de l'écosystème et des dispositifs peut permettre parfois de relayer. Ça n'existe pas partout. Alors peut-être dans ce sens-là, c'est ce que vous avez construit aussi. J'avais oublié tout à l'heure. Par exemple, sur Rennes, on a un guide, alors on ne le voit pas beaucoup, mais on en a au camping-car là-bas. Le guide solidaire qui est édité qui est mis en forme par le CCAS de Rennes et qui recense, alors c'est compliqué de tenir le micro et de montrer en même temps, mais qui recense, oh merci, quel travail d'équipe, qui recense en fait toutes les structures d'action sociale, toutes les lieux où les personnes peuvent aller. C'est classé par thématique, donc il y a la thématique sexualité, la thématique droits des femmes, la thématique se laver, etc. etc. C'est un outil qui est gratuit pour nous en tant qu'association, on peut en avoir autant qu'on veut, et on les distribue à l'appel pour les personnes qu'on rencontre. Donc c'est à la fois un outil pour les personnes dites bénéficiaires de nos actions, puisqu'elles peuvent repartir avec et ensuite avoir ça pour mémo, mais c'est aussi un outil pour nos équipes, puisque que ce soit des professionnels du travail social et encore plus pour les bénévoles qui ne connaissent pas le maillage territorial, qui ne connaissent pas les appellations, qui ne connaissent pas les spécificités, ça permet à chacune de s'appuyer dessus pour dire ah oui, la personne m'a dit elle a besoin de croquettes pour son chien, bon ok, on regarde dans la catégorie aide pour les animaux et hop, on trouve les structures, les horaires, les journées, etc. Et nous, Bulle Solidaire, on est venu en complément puisqu'on travaille sur l'accès à l'hygiène spécifiquement, donc on a fait une version vraiment très épurée avec juste les structures pour l'accès à l'hygiène. Donc pareil, on pourra vous en montrer de plus près. On a fait une version assez simplifiée avec des logos pour les personnes qui ne parleraient pas français, par exemple, en précisant telle structure, il faut prendre tel métro, c'est de telle heure, tel jour. Il y a des douches mixtes ou des douches pour les femmes, des produits d'hygiène, etc., etc. C'est des outils parmi d'autres qui peuvent faciliter les différentes actions. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ? Voilà, compliquée la question pour Anna surtout, hein, mais merci. Bonjour, Émilie de la Croix-Rouge. Je crois que justement, vous l'avez évoqué, il n'y avait pas forcément le temps de revenir sur du côté des personnes qui flippent, elles aussi, parce que elles ne vous attendent pas. Elles ne savent pas comment utiliser ces services innovants, entre guillemets. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos trucs et astuces, comment on rassure les gens, comment on arrive à faire émerger la demande et à faire que cette demande, elle s'exprime avec les personnes? Je pense que ça peut être un bon mot de la fin. Peut-être, voilà, dans la suite de cette question, les trucs et astuces ou un conseil ou... Bah oui. Okay. Alors, une astuce à laquelle je pense et qu'on a commencé à faire dans ce guide-là, c'est qu'on a mis un QR code sur une des structures, notamment la piscine Saint-Georges, donc les bains-douches à Rennes. Il y a une vidéo qui a été faite en fait, en gros de la porte d'entrée jusqu'à la douche, comme si vous y alliez en marchant, pour montrer aux personnes à quoi ressemble la structure,
comment on s'y déplace. Et donc il y a un QR code sur la page en question, ce qui fait que la personne, si elle a un smartphone ou nous en tant que membre de l'association, on peut flasher le QR code et montrer en live à la personne pour aussi le côté un peu déconstruire le côté flippant, parce qu'en fait on dit aller vers les gens c'est un peu flippant, mais pour les personnes dites bénéficiaires ça peut être flippant aussi en fait d'aller vers les structures vers lesquelles on essaye d'orienter. Donc par exemple nous on s'est dit que le côté vidéo c'est un premier pas pour lui dire tiens regarde à quoi ça ressemble, ça t'oblige pas à y aller mais au moins tu peux y réfléchir. Voilà un exemple. Cyprien Avenel dit pour l'aller vers il faut passer d'une non-demande à la formulation d'une demande. C'est que la personne est dans ton monde, comment l'aider à formuler sa demande. Et il préconise bien sûr une posture à la fois donc éthique, singulière, et de l'interconnaissance, c'est-à-dire de se retrouver au seuil. Donc c'est comment informer déjà la personne sur ses droits pour qu'il y ait un consentement éclairé et que la personne puisse vraiment faire ses propres choix. Donc en tant que travailleur social, c'est comment déjà être soi-même éclairé sur les droits pour qu'ensuite on puisse donner à la personne la possibilité de choisir, de dire non, je ne veux pas être accompagné, mais je le sais pourquoi, ou oui, je souhaite être accompagné et je sais pourquoi. Mes 3 punchlines, je peux. La première sur les politiques sociales. Je pense que l'aller vers, oui, c'est l'avenir du travail social. C'est pas des punchlines là. Si. Ah non. L'aller vers, c'est l'avenir du travail social, sauf que ça fait plus d'un siècle que ça existe. Vous savez et puis derrière, donc, oui, aller vers, c'est flippant, mais grâce à la formation, c'est kiffant. Voilà. Okay. Anna ? Oui, je pense que cette question comment on fait pour quels sont les petits trucs, les petits trucs. Ouais, il y en a plusieurs, mais je pense que c'est parfois c'est les autres personnes, on fait ça souvent, les autres personnes qui travaillent avec nous, qu'on appelle participants, parce qu'ils ne sont pas juste usagers du service, mais ils co-construisent le service avec nous, et c'est dans ce changement de comment on travaille, les participants et les participantes sont au premier plan, donc qui viennent présenter ce qui fait Pract. Par exemple, et ça aide aux personnes, c'est eux-mêmes qui disent j'ai vu un gars, j'ai senti qu'il avait besoin de Pract, j'ai montré des photos, c'est ça ce qu'ils font, ils montrent des vidéos, ils montrent des photos, et puis ça y est, ils embarquent la personne vient. Ça, c'est une façon de faire. Mais après, on construit avec les travailleurs sociaux qui vont, un éduc d'une unité de psychiatrie dit je voudrais bien telle personne venir vous voir. Donc, on voit qu'est-ce qui est le plus pertinent pour la personne. Est-ce qu'on va la rencontrer à domicile ou en unité d'hospitalisation ou on se donne rendez-vous quelque part? On construit une réponse, une façon de pouvoir venir avec la personne. Alors, quand j'étais en équipe mobile où les gens sont en plus à la rue, il y a toutes ces histoires de langue. Donc, dans le travail que je fais aujourd'hui, on a 38 langues l'année dernière. On a rencontré des personnes qui parlaient 38 langues différentes, donc tamoul, dari, pashto, toutes ces langues-là qu'on arrive, on n'a pas les moyens, mais on se débrouille. Ça, c'est super important parce qu'un des trucs qui peut être flippant, c'est ça. Tout le monde dit mais comment vous faites? Et puis au bout d'un moment, les gens deviennent tellement spécialistes que parfois, quand ils sortent de la permanence, les stagiaires continuent à parler ce langage très imagé, très avec les mains, très simplifié, avec des phrases courtes. Voilà, il y a un truc qu'on apprend à faire ça, à utiliser les téléphones. Voilà, il y a tout un truc qu'on apprend dans nos groupes. On fait tous les messages en vocal et en écrit et en 2 langues. Puis les personnes même traduisent en dari, en tamoul ou en d'autres langues. Voilà, pour pouvoir faciliter. On utilise beaucoup de photos, beaucoup de photos. Ça aussi. Voilà, donc il y a tout plein de petits trucs. Mais je pense qu'il y a la formation directe, mais il y a aussi cette histoire de venir voir et de s'imprégner. Je pense qu'il y a beaucoup l'apprentissage par compagnonnage, d'être là, de faire avec, d'être ensemble. Et c'est dans cette discussion avec les personnes qu'on apprend tout un tas de choses. Je pense que vous tous avez eu cette expérience d'apprendre son métier avec les personnes du terrain. Donc il faut prendre ça, je pense aussi au sérieux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On peut revenir là-dessus. Et alors, on va se séparer pour un petit moment, puisqu'il y a d'autres rendez-vous dans l'après-midi. Mais le dernier mot, peut-être le mot de Pascal? Alors, moi, je voulais répondre à la question, est-ce que c'est flippant, finalement, d'aller vers les gens? Alors, je peux vous dire, ma façon de penser, c'est que quand on a l'expérience, finalement, ce n'est pas flippant. Moi, ce qui me flippe bien plus,
c'est quand je dois aller chercher de l'argent chez un pouvoir subsidiant.